Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto pour apprendre à animer en apprenant à animer une balle rebondissante. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce tuto? J'ai décidé de faire ce tuto parce que j'ai vu que sur YouTube, plus particulièrement dans le game français, on va voir pas mal de tutos à ce sujet, mais qui vont plutôt utiliser des rigid bodies et des soft bodies pour justement créer des balles rebondissantes. Il n'y a rien de mal à ça, mais honnêtement pour apprendre à animer déjà, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est complètement différent. Et ce qui est hyper dommage dans ce cas-là, c'est que dans le milieu de l'animation, il y a quelque chose qui est très connu, qui est Everything is a bouncing ball. Ouais, je sais, j'ai un anglais parfait. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est tout est une balle rebondissante. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? On dit ça parce qu'une balle rebondissante va reprendre beaucoup de notions hyper importantes dans l'animation, que ce soit en 3D ou en 2D. Et d'ailleurs, si vous voulez faire des études dans ce domaine-là, vous allez probablement apprendre à animer une balle rebondissante avant même de pouvoir animer autre chose. Mais vous en faites pas, ce que vous allez apprendre sur la balle rebondissante, vous allez ensuite pouvoir l'appliquer sur des personnages, des objets, etc., etc. Il y a vraiment pas de limite. Nous, on va rester assez succinct, d'accord? On va pas vraiment rentrer dans tous ces détails-là. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. On va déjà voir comment créer une balle rebondissante de manière assez classique avec la timeline. On sélectionne tout, on supprime, on va créer une UV sphère. Une fois que l'UV sphère est créée, on passe en mode edit avec tab, on va faire GZ1 de manière à ce que le point d'origine se retrouve vraiment sur la base de la sphère. On quitte le mode edit, on fait clic droit, Shade Smooth, et là, on va pouvoir commencer à travailler. Alors déjà, je vais prendre la timeline et la montrer. Alors, si vous voulez déjà en savoir un peu plus sur l'animation, je vous conseille d'aller checker la vidéo que j'avais fait à ce sujet sur comment animer le cube de Mario, parce que là, j'allais un peu plus vite. Nous, ce qu'on voudrait du coup, c'est que notre balle rebondissante commence d'un point haut, touche le sol, rebondisse et fasse ça indéfiniment. Ok? Donc, on va déjà commencer par la placer en haut. On va faire GZ5 pour la mettre 5 mètres plus haut. On valide avec entrée. Ensuite, on va faire I pour insérer une nouvelle keyframe. On va sélectionner Location. Maintenant, ce que moi je voudrais, c'est qu'en une demi-seconde, la sphère passe de son point le plus haut au point le plus bas. Alors, une demi-seconde, ça va correspondre à 12 frames. Pourquoi ça correspond à 12 frames? Eh bien, tout simplement parce que là, actuellement, je suis en 24 FPS. D'accord? C'est les valeurs qu'il y a par défaut. Alors, je vais faire 1 plus 12, ça m'amène à la 13e frame. Je me mets donc sur la position numéro 13. Ensuite, je sélectionne ma sphère et je vais faire Alt G. Une fois qu'elle est remise à sa position initiale, on va faire I Insert Location. Là, on est bon. Maintenant, on va récupérer notre première keyframe. On va faire Shift D et on va la mettre 12 frames plus loin, soit à la frame numéro 25 qui est juste là. Voilà, on vérifie. C'est bon, on est bien à la frame numéro 25. Donc maintenant, si on lit, on va avoir un premier effet. C'est pas encore terminé. On va devoir mettre la fin de notre animation sur la frame numéro 24. Pas 25. Attention, comme on aimerait bien faire une boucle seamless, on va devoir arrêter notre animation juste avant la dernière keyframe. D'accord? Donc on se met sur la frame numéro 24 et on fait CTRL END. Ça va nous permettre d'avoir voilà, notre timeline qui s'arrête pile à ce niveau-là. Ensuite, regardez, si on lance la lecture, on va avoir un premier effet. Comme je vous le disais, là on a réussi à générer une boucle seamless. Autrement dit, on ne voit pas le début et la fin. Très bien. Par contre, est-ce qu'on peut déjà dire que là on a une balle rebondissante? Personnellement, je crois pas. Pourquoi? Là, on a juste l'impression que notre balle lévite. Ok, on n'a pas l'impression qu'elle rebondisse. Alors ça, c'est dû à plusieurs choses, mais le plus important ici, c'est que pour corriger ce comportement, malheureusement, la timeline ne suffit pas. On va devoir utiliser quelque chose de nouveau qui s'appelle le Graph Editor. Donc le Graph Editor, ça va être une représentation sous forme de courbe des mouvements de notre objet, enfin des mouvements et de plein d'autres choses d'ailleurs. Donc je vais mettre pause avec espace, et maintenant, en mettant le curseur au-dessus de la timeline, on va faire CTRL Tab. Et là, on arrive sur le Graph Editor. On va tout sélectionner avec A, puis on va appuyer sur la touche Home pour recentrer tout ça. Donc maintenant qu'on peut voir toutes nos courbes, on peut voir qu'une courbe en particulier se distingue par rapport aux autres. C'est la courbe qui est bleue. Donc si on ouvre le menu qui est sur la gauche, on peut voir que la courbe bleue correspond à Z Location. Comme on n'a pas besoin des deux autres, je vais les sélectionner et les supprimer. Je vous conseille d'ailleurs de faire la même chose. On les supprime et maintenant regardez. Si on regarde la position la plus haute de la courbe, ça va correspondre à la position la plus haute de ma sphère. Et la position la plus basse sur ma courbe va également correspondre à la position la plus basse de ma sphère. Donc là, on peut comprendre que la courbe est la représentation de la position de notre sphère dans le temps. Ok? Donc là, si je bouge le curseur, on va bien voir que la sphère va bouger en fonction de la courbe. Donc maintenant, grâce à ça, on peut voir qu'on a un petit souci. Le petit souci, c'est qu'on va avoir ici une courbe de Bézier entre ces deux points. Si on veut utiliser un terme technique, c'est ce qu'on appelle le spacing. Autrement dit, ça va être le rythme de notre animation entre ces deux keyframes. Le problème, regardez, c'est que là, actuellement, on a donc une courbe de Bézier, c'est ce qu'on va voir par défaut lorsqu'on va serrer des keyframes. On va avoir une légère accélération à ce niveau-là, puis une accélération beaucoup plus forte, et là, on va avoir un ralentissement. C'est assez problématique. Pourquoi c'est assez problématique? Eh bien, physiquement, lorsqu'on va lancer une balle par terre, qu'elle soit rebondissante ou non d'ailleurs, juste avant son point d'impact, elle aura atteint sa vitesse maximale. Et là, le problème, c'est qu'elle est en train de ralentir. Comment est-ce qu'on peut voir d'ailleurs que c'est en train de ralentir? Lorsqu'on regarde une courbe sur le Graph Editor, plus la courbe va avoir une pente prononcée, plus l'animation va être lue rapidement.
Et plus la courbe sera plate, donc on peut dire que c'est une sorte de plateau, et plus l'animation va être lue lentement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir juste ici. Vous voyez, entre la première frame et la quatrième, on a quelque chose de plus ou moins plat. Et ensuite, on va avoir une pente assez prononcée, donc elle va accélérer avant de ralentir. Pour changer ça, on va cliquer sur la keyframe du bas et on va sélectionner la petite poignée qu'on a sur la gauche. À ce niveau-là, on pourrait se dire, ok, je vais appuyer sur G et je vais monter la poignée, voilà, de manière à avoir une courbe qui change de tête. Et de cette manière, on va avoir une forte accélération jusqu'au point d'impact et ensuite elle va repartir. Alors oui, mais non. Regardez, à présent, la courbe va même aller en dessous de la keyframe. Et ça aura pour effet de faire passer notre sphère à travers le sol. Vous voyez? Donc là, si on lance la lecture, on va voir qu'on a quelque chose de plus propre. Mais par contre, ça passe à travers le sol, donc c'est pas encore tout à fait ça. Donc je vais faire CTRL Z et je vais le remettre tel quel. Alors avant de vous montrer la correction, je vais vous dupliquer la sphère, comme ça vous allez être capable de voir le avant-après. Donc je sélectionne ma sphère, je vais faire Shift D X et je vais le mettre sur le côté juste ici. Voilà, on va travailler sur celle-là. Maintenant, on va sélectionner notre keyframe sur le bas et on va appuyer sur la touche V. Et là, on va voir cette fenêtre qui va apparaître et on va pouvoir changer le handle type. Par défaut, il est sur Auto Clamped. Nous, ce qu'on veut, c'est Vector. En le mettant sur Vector, on va pouvoir bouger individuellement les petites poignées qu'on a juste ici. On pourrait les changer, mais honnêtement, je trouve que leur position par défaut est très bien, donc on va déjà lancer la lecture telle quelle. Et là, on peut voir qu'on a déjà un comportement bien différent. Ça n'a plus rien à voir. Si on regarde frame par frame, on peut voir qu'elles vont commencer au même point, mais par contre, sur la trajectoire, on va pas avoir du tout le même rythme. Regardez, à ce niveau-là, notre nouvelle sphère est beaucoup plus haute que l'ancienne. Par contre, quand on va arriver à la 13e frame, au niveau du point d'impact, eh bien on peut constater qu'elles y arrivent au même moment. C'est vraiment juste le rythme entre ces deux keyframes qui va changer. Et donc, lorsqu'on va lancer la lecture, on va avoir ce léger décalage, et là on commence à avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à une balle rebondissante. Maintenant, j'aimerais qu'on y apporte une dernière modification. Je voudrais bien que, lorsque notre sphère atteint le point le plus haut de sa course, qu'elle reste un peu en état de flottement avant de redescendre. Ça va donner une meilleure impression, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir d'ailleurs quand on regarde différents dessins animés, etc. C'est peut-être pas hyper réaliste, mais c'est un bon effet. Alors avant de faire ça, je vais déjà prendre tout ça, le déplacer sur le côté, reprendre cette sphère, faire Shift D, X et la remettre à ce niveau-là. On va bien la centrer sur l'axe X. Voilà, ok. Maintenant, on va juste travailler sur celle-ci. Donc, on va sélectionner ce point-là. Et maintenant, plutôt que de jouer directement avec les poignées comme on avait fait tout à l'heure, on va sélectionner la keyframe, puis on va appuyer sur S. De cette manière, on va être capable d'agrandir ou de diminuer l'espace entre les deux poignées. Et regardez, ça aura pour effet de créer un plateau à ce niveau-là. Donc, pas la peine d'aller aussi loin que ça. Bien sûr, on va faire quelque chose d'un peu plus subtil. Quelque chose plus comme ça, voilà. Et point super important, on va dupliquer notre keyframe avec Shift D, on appuie sur X et on va la positionner sur la dernière keyframe. Alors ça, c'est hyper important. Si vous voulez faire une boucle seamless, donc une boucle pour laquelle on ne distingue pas le début de la fin, il faut absolument que la première keyframe et la dernière soient strictement identiques. Ok, on se remet sur le début et on appuie sur la barre d'espace pour voir le résultat. Et là, on peut voir qu'on a encore une fois quelque chose de légèrement différent. Cette fois-ci, c'est différent, mais c'est assez léger par rapport à notre précédente animation. Regardez, si je mets pause, on peut voir que notre sphère à ce niveau-là va être légèrement plus haute que la précédente. Donc on peut éventuellement accentuer cet effet, mais je pense que pour le moment, on va s'en satisfaire. Et si je relance la lecture, on peut voir déjà à quoi ça ressemble. Alors là, concrètement, on est en train de se rapprocher un peu du comportement d'une balle rebondissante, mais il manque encore quelque chose d'essentiel, à savoir le squash et stretch. Donc le squash, c'est le fait d'écraser la balle rebondissante, d'accord, quand elle atteint son point d'impact. Et le stretch, c'est le fait de l'étirer lorsqu'elle va reprendre de l'énergie pour décoller. Ça, c'est hyper important. Il va falloir le faire d'une certaine manière. Donc soit on le fait avec des shape keys, des lattices, ou alors avec un rig. Nous, on va utiliser un rig. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser un rig? Tout simplement parce que c'est plus propre de le faire de cette manière. On a un meilleur contrôle sur ce qu'on est en train de faire. Et surtout, si vous voulez apprendre à animer, c'est la meilleure manière de faire. D'accord? Et le rig, ce sera le sujet de la prochaine vidéo dans laquelle on apprendra à le créer from scratch. Et vous allez voir, on va mettre un petit jeu de contraintes, etc. Ça va être hyper intéressant. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace commentaire, que ce soit ici, sur TikTok, sur Instagram. Ça me fera plaisir d'y répondre. N'oubliez pas que le Discord est également là pour vous aider. Et aussi, un petit bonus, j'ai repris les lives il y a peu. Donc si vous avez des questions, des suggestions, je serai disponible sur Twitch, sur Kik et sur TikTok pour échanger avec vous. Comme d'habitude, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!